Dans le monde du renseignement, il existe des organismes qui apparaissent clairement dans les rapports officiels, dont les mouvements sont débattus dans les parlements et dont les activités sont fréquemment divulguées à la presse. Et il existe un autre type de structure, celle qui ne cherche pas la reconnaissance, qui travaille dans le silence et qui admet rarement publiquement sa participation à un événement précis. Un nom qui, lorsqu'il apparaît, surgit généralement après que tout a déjà eu lieu. Ce nom est le Mossad. Au fil des décennies, cette organisation est intervenue dans des missions qui ont changé le cours de conflits régionaux, neutralisé des menaces extérieures et modifié l'équilibre des forces à des moments critiques. Ces agents se déplacent dans des villes densément peuplées, des ports, des aéroports, des ambassades et des déserts reculés. Ils observent sans être vus. Ils analysent les comportements. Ils consignent des mouvements qui, pour la majorité, passent inaperçus. Et lorsqu'ils agissent, ils le font avec précision. Pour comprendre son origine, il faut revenir à l'année où un pays tout juste proclamé a été contraint de lutter pour sa survie dès le premier instant de son existence. En mai 1948, Israël annonça sa création dans un contexte international instable. Ce même jour, les armées de plusieurs États voisins avancèrent contre le nouveau pays. Israël se trouvait en nette infériorité. Un territoire limité, des ressources réduites, l'absence d'alliés solides et une forte opposition de gouvernements qui rejetaient son établissement. La proposition de partage territorial promue par la communauté internationale avait été rejetée par les pays de la région et la tension éclata sans délai. Les premières heures donnèrent le ton du conflit. La lutte ne se déroulerait pas uniquement sur les champs de bataille, mais aussi sur le terrain de l'information. Pour les dirigeants, il devint évident que la survie dépendait autant des armes que de la capacité à anticiper les décisions des adversaires, interpréter les signaux, identifier les intentions et comprendre l'évolution de la situation au-delà des frontières. De cette nécessité naquit l'embryon de ce qui deviendrait, avec le temps, l'un des services de renseignement les plus connus au monde. Chapitre 1. La création d'un service né dans la guerre. Durant les premiers mois d'existence du nouvel État, la structure du renseignement était fragmentée. Un organisme était chargé de la sécurité intérieure et un autre se concentrait sur les questions militaires, mais aucun n'avait la capacité d'opérer dans des pays lointains ni de recueillir des informations stratégiques permettant d'anticiper des menaces à grande échelle. Les dirigeants comprirent qu'il était indispensable de bâtir un service à portée extérieure, capable d'agir là où l'État ne disposait ni de présence diplomatique ni militaire. Un organisme en mesure d'obtenir des données fiables dans des territoires où Israël était considéré comme un adversaire. Dans cette optique, en 1949, un premier pas fut franchi vers la centralisation de toutes les informations provenant de sources diverses. Cette mesure évoluerait en 1950 et avec la création d'un institut chargé de coordonner des opérations sensibles, des missions discrètes et des activités qu'aucun gouvernement n'admettrait publiquement. Cet institut adopta un nom administratif et sobre, conçu pour ne pas attirer l'attention. Derrière cette apparence naissait une organisation destinée à fonctionner dans la plus stricte confidentialité, avec des agents opérant sous de fausses identités et des missions qui, dans de nombreux cas, ne seraient reconnues que des décennies plus tard, voire jamais. Dès le départ, l'agence adopta une série de principes qui marqueraient son caractère: silence institutionnel, information compartimentée et dévouement total à l'État. Les agents ne recevraient ni décoration publique ni hommage. Souvent, leurs familles ignoreraient la nature exacte de leur travail. Leur mission consistait à agir dans le silence pour un pays qui dépendait d'eux dans des moments décisifs. Au cours de ces premières années, le service concentra ses efforts sur deux fronts fondamentaux: garantir l'exfiltration de communautés juives piégées dans des pays où leur sécurité était menacée et étudier de manière approfondie le potentiel militaire des États voisins. Pour cela, il fut nécessaire d'infiltrer des agents dans différentes régions, de mettre en place des réseaux discrets et de construire des identités capables de tenir pendant des années. Ces missions exigeaient une grande capacité d'adaptation. Des agents sous couverture travaillèrent comme commerçants, journalistes, consultants, intermédiaires ou employés dans des secteurs stratégiques.
Il ne s'agissait pas d'opérations rapides. C'étaient des missions de longue durée dont la réussite dépendait de la patience et de l'aptitude à s'intégrer dans des environnements complexes sans éveiller de soupçons. Cette période initiale définit le caractère du service. Agir sans précipitation, observer avec rigueur et avancer uniquement lorsque chaque élément était en place. Avec le temps, une mission démontrerait que cette organisation disposait d'un champ d'action bien plus vaste que ce que beaucoup imaginaient. Une opération qui marquerait un tournant dans sa réputation internationale. La réorganisation du renseignement israélien progressa rapidement. En décembre 1949, un bureau chargé de coordonner les informations provenant de différentes branches de l'État fut créé. 2 ans plus tard, cette entité évolua vers un institut responsable d'opérations nécessitant une discrétion absolue. Son nom officiel était technique et sobre, sans aucune volonté d'afficher puissance ou intimidation. Pourtant, sous cette apparence, se développait un système destiné à intervenir là où le pays en avait besoin. Le premier responsable de l'organisation définit 3 piliers qui marqueraient durablement la conduite du service. Le silence face au monde extérieur, une séparation stricte de l'information entre les départements et un engagement total envers les besoins du pays. Dès le premier jour, les agents acceptaient que leur travail ne bénéficierait d'aucune reconnaissance publique, que leur nom n'apparaîtrait pas lors de cérémonies officielles et que, bien souvent, leur entourage ignorerait complètement leur véritable fonction. Cette renonciation faisait partie intégrante de la responsabilité assumée. Durant les premières années, le service se concentra sur 2 missions essentielles. La première consistait à assurer l'exfiltration de communautés juives piégées dans des pays où leur intégrité était menacée. Ces opérations nécessitaient un réseau de contacts locaux, des itinéraires discrets et un niveau d'organisation devant rester éloigné de toute exposition médiatique. La seconde mission était de comprendre avec précision les capacités militaires des États voisins. Pour cela, il fallut infiltrer des agents en Égypte, en Syrie et en Irak, entre autres pays. Chacun adopta des identités construites avec patience, commerçants, employés, hommes d'affaires ou professionnels au parcours fictif. Certains vécurent pendant des années sous ces noms, tissant des liens et bâtissant des vies parallèles qui garantissaient la solidité de leur couverture. La prudence était essentielle. Une action hâtive pouvait compromettre des mois, voire des années de travail. Le service apprit à progresser avec discrétion, en observant, en analysant et en agissant uniquement lorsque les conditions offraient des garanties suffisantes. Malgré tout, aucune de ces missions initiales n'eut l'impact international de l'opération autorisée en 1960. Une opération qui démontrerait que l'organisation était capable d'intervenir au-delà de toute frontière, même dans des régions lointaines, sans soutien local et sans marge d'erreur. La cible était un homme dont la trace avait disparu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'était caché sous une nouvelle identité, menait une vie modeste à Buenos Aires et travaillait dans une entreprise locale, se présentant sous le nom de Ricardo Clément. Son véritable nom, cependant, était lié à l'une des structures responsables du transfert de millions de personnes vers les centres d'extermination en Europe. La confirmation de sa localisation marquerait un tournant décisif dans l'histoire du service. Chapitre 2. L'opération qui a changé l'image du Mossad. La confirmation que cet employé discret d'une usine de Buenos Aires était en réalité l'un des responsables des déportations massives durant la période nazie posa un dilemme complexe à Israël. Le fugitif vivait sous un faux nom, suivait une routine stable et passait inaperçu aux yeux de son entourage. Sa vie dans le quartier de San Fernando n'éveillait aucun soupçon. Un logement modeste, un emploi routinier et des déplacements quotidiens en transport public. Cette normalité facilita toutefois sa surveillance. Pendant des semaines, les agents israéliens consignèrent chaque horaire, chaque trajet et chaque point de son parcours. Rien ne fut laissé au hasard. L'étape suivante consistait à décider comment agir. Demander une extradition n'était pas envisageable. À cette époque, l'Argentine était réputée pour offrir refuge à des fugitifs européens. Et toute démarche officielle aurait alerté la cible, qui aurait disparu avant toute intervention des autorités locales. Une opération militaire directe n'était pas non plus une option.
Elle aurait provoqué un conflit diplomatique immédiat, aux conséquences imprévisibles pour Israël. Il ne restait qu'une seule voie. Une action clandestine, menée avec une précision totale, sans appui officiel et sans possibilité de nier la responsabilité en cas d'échec. C'était une décision risquée, exposant le pays à des critiques et à des tensions internationales, mais elle représentait aussi la seule chance de traduire en justice un homme qui avait réussi à y échapper pendant plus d'une décennie. Tous les éléments ayant été examinés, le gouvernement israélien autorisa la mission. La planification s'étendit sur plusieurs mois. Une petite équipe se rendit à Buenos Aires sous des identités soigneusement élaborées. Ils louèrent des logements servant de points sécurisés, achetèrent des véhicules discrets et étudièrent en détail les zones que le fugitif parcourait chaque jour. Le plan était simple. L'intercepter sur la voie publique à son retour du travail, le maîtriser en silence et le transporter vers l'une des maisons louées. Il y resterait le temps nécessaire pour préparer les documents permettant de le faire sortir du pays sous une fausse identité. L'extraction devait se faire par l'aéroport en le faisant passer pour un membre d'une délégation israélienne arrivée dans le pays pour des cérémonies commémoratives. Cette stratégie ne pouvait réussir qu'avec un respect absolu du timing. Tout retard aurait compromis l'opération, attiré l'attention de tiers ou, dans le pire des cas, permis à la cible de s'échapper. Le jour fixé arriva. Le crépuscule tombait sur Buenos Aires lorsque l'homme connu sous le nom de Ricardo Clément descendit de l'autobus à son arrêt habituel. Il s'engagea dans une rue calme en direction de son domicile, sans remarquer la voiture stationnée avec le capot ouvert, ni l'individu qui feignait d'examiner le moteur. C'était une scène banale dans un quartier ouvrier. À son approche du véhicule, 3 agents agirent avec une synchronisation parfaite. En quelques secondes, le fugitif fut immobilisé et placé à l'intérieur de la voiture. Il n'y eut ni coup de feu, ni cri. Le véhicule s'éloigna sans attirer l'attention. Pour un témoin occasionnel, la scène aurait pu ressembler à un enlèvement parmi tant d'autres dans une ville habituée aux faits divers. Personne n'imagina qu'il venait de se produire l'un des épisodes les plus audacieux de l'histoire du renseignement moderne. L'enlèvement fut exécuté avec la rapidité prévue. Dès que le fugitif passa à hauteur de la voiture stationnée, les agents surgirent simultanément. L'un immobilisa ses bras, un autre lui couvrit la bouche pour l'empêcher d'appeler à l'aide, et le troisième ouvrit la portière arrière du véhicule. Tout se déroula en quelques secondes. La rue resta silencieuse tandis que l'automobile s'éloignait, feux atténués. Pour les rares voisins qui aperçurent quelque chose, la scène ne fut rien de plus qu'un acte criminel ordinaire dans une grande métropole. Nul ne soupçonna que cet incident faisait partie d'une mission internationale qui serait étudiée pendant des décennies. Le détenu fut conduit dans une maison louée spécialement pour l'opération. Il y resta sous surveillance permanente. Les responsables du service devaient confirmer son identité avec une précision absolue avant de procéder à l'extraction. Les vérifications commencèrent immédiatement. Anciennes cicatrices, caractéristiques dentaires, souvenirs de réunions, noms, dates et descriptions d'épisodes administratifs liés à son activité durant la guerre. Les réponses correspondaient aux archives historiques. L'homme ne nia pas qui il était. Il n'exprima pas non plus de remords. Il insista sur le fait que son travail avait consisté à suivre des ordres émanant de ses supérieurs. Cette position reflétait exactement la froideur administrative que de nombreuses études ultérieures désigneraient comme l'un des traits les plus troublants des fonctionnaires, ayant participé au fonctionnement du système de déportation européen. Pendant que son identité était confirmée, un autre groupe d'agents travaillait en parallèle à la préparation de sa sortie du pays. Le plan consistait à le faire passer pour un technicien israélien blessé devant regagner son pays à bord d'un vol d'une compagnie nationale. Son apparence fut modifiée. Il fut rasé, habillé d'un uniforme adapté et maintenu sous sédation afin d'éviter tout incident durant le transfert. Le jour fixé pour l'extraction, l'équipe le conduisit à l'aéroport avec les documents nécessaires pour justifier sa présence à bord du vol. Il portait des lunettes sombres et était assisté par 2 personnes se faisant passer pour des membres de l'équipage. L'aéroport, habitué au trafic international, ne détecta rien d'anormal. L'embarquement se déroula sans incident. L'avion traversa l'Atlantique sans difficulté et, à l'atterrissage en Israël, le fugitif se réveilla dans une cellule,
dans l'attente d'un procès qui aurait un retentissement mondial. La nouvelle se propagea rapidement. L'Argentine déposa une protestation officielle pour violation de sa souveraineté et la communauté internationale débattit des implications juridiques de l'affaire. Israël défendit toutefois l'opération en soulignant la nécessité de traduire en justice l'un des responsables de crimes commis durant la guerre en Europe. La capture marqua un tournant décisif dans l'histoire du service. À partir de ce moment, il devint clair pour les gouvernements de différents continents qu'Israël disposait de la capacité opérationnelle d'agir loin de ses frontières, avec une précision que peu de services de renseignement pouvaient égaler. La réaction internationale ne tarda pas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exprima son désaccord face à l'opération clandestine menée sur le territoire argentin. Mais le détenu se trouvait déjà sous garde israélienne. S'ensuivit un procès retransmis dans le monde entier, qui obligea des millions de personnes à affronter des témoignages, des documents et des détails restés hors de la vue du public pendant des années. Ce procès ne se concentra pas uniquement sur la figure d'un fonctionnaire en particulier. Il devint un examen global du système, ayant rendu possible la déportation massive de communautés entières. Pour beaucoup, ce fut la première fois qu'ils entendirent directement les récits des survivants. L'impact fut profond. Israël soutint que traduire cet homme en justice constituait un acte nécessaire, même si l'opération avait engendré des tensions diplomatiques. D'un point de vue stratégique, la capture traça une ligne nette. Si le pays estimait qu'une menace mettait sa population en danger, il interviendrait quelle que soit la distance. Le message fut compris par plusieurs gouvernements. Le service israélien pouvait agir dans n'importe quelle région s'il le jugeait indispensable. Cette position suscita des réactions variées. Certains alliés saluèrent l'efficacité du service, tout en exprimant leur inquiétude face à la possibilité d'opérations non autorisées sur leur territoire. D'autres gouvernements renforcèrent leurs mesures de sécurité en comprenant qu'ils pouvaient être observés. Pendant ce temps, l'organisation israélienne continua d'élargir ses capacités. Au fil du temps, l'agence développa des réseaux de renseignement, couvrant de nombreux pays. Pour cela, elle recourut à une méthode devenue essentielle: le recrutement de personnes ayant accès à des informations pertinentes. Il ne s'agissait ni de contraindre ni d'intimider. L'objectif était d'identifier des besoins, des difficultés ou des intérêts personnels et d'y apporter une réponse. Il pouvait s'agir d'officiers endettés, de diplomates confrontés à des problèmes personnels ou de professionnels ayant perdu confiance dans les autorités de leur propre pays. Chaque situation était analysée avec soin. Si la personne constituait une source utile, un contact était établi de manière progressive et contrôlée. Cette stratégie permit de recueillir des informations essentielles pendant la guerre froide, en particulier au Moyen-Orient. L'un des exemples les plus significatifs se produisit en 1966, lorsque Israël avait besoin de connaître les capacités réelles du chasseur soviétique MiG-21, un modèle qui avait commencé à équiper les forces aériennes de l'Égypte et de la Syrie. Pour Israël, comprendre le fonctionnement de cet avion relevait d'un enjeu stratégique. Il n'existait aucune voie légale pour en obtenir un. Il n'était pas non plus possible d'y accéder par l'intermédiaire d'un pays allié. La seule option viable consistait à ce qu'un pilote maîtrisant l'appareil accepte de le transférer sur le territoire israélien. Trouver cette personne ne fut pas simple. Il fallait quelqu'un disposant d'un accès direct à l'avion, suffisamment motivé pour quitter son pays et capable d'effectuer un vol à haut risque sans alerter les défenses aériennes locales. Le processus prit des années. Chapitre 3. La portée mondiale du Mossad. La recherche du pilote adéquat demanda du temps. L'organisation avait besoin de quelqu'un ayant un accès direct au MiG-20 et prêt à abandonner son pays et possédant les compétences techniques nécessaires pour mener à bien un vol extrêmement dangereux. Après un long processus, l'attention se porta sur un officier d'origine assyrienne nommé Mounir Redfa, qui servait dans l'armée de l'air irakienne. Sa situation au sein de l'institution militaire était compliquée. Il estimait que sa carrière était entravée par des facteurs étrangers à ses performances professionnelles, et ce sentiment d'isolement ouvrit une brèche que les agents israéliens surent interpréter. L'approche fut progressive. Il ne s'agissait pas de le contraindre, mais d'écouter ses préoccupations
et de lui offrir la possibilité de recommencer ailleurs, loin des tensions internes. La proposition incluait protection, stabilité et l'assurance que sa famille ne serait pas laissée sans soutien. Après plusieurs semaines d'échanges discrets, Redfa accepta. L'opération se déroula le 16 août 1966. Ce jour-là, lors d'un vol d'entraînement, Redfa dévia l'appareil de sa trajectoire prévue et descendit à basse altitude afin d'éviter que les radars irakiens ne détectent la manœuvre. Il vola directement vers le territoire israélien en suivant un plan étudié dans les moindres détails. Les défenses aériennes israéliennes avaient été prévenues à l'avance. Sans cette coordination, l'appareil aurait été considéré comme une menace et abattu. Le MiG-20 est un atterri sur une base située dans une zone désertique isolée. Le pilote fut immédiatement transféré vers un lieu sécurisé et l'avion placé sous contrôle technique. Des équipes d'ingénieurs travaillèrent sans interruption pendant plusieurs jours. Ils analysèrent chaque composant de l'appareil: moteur, cockpit, système d'armement, capacité de montée, points faibles et comportement lors de manœuvres extrêmes. Les informations recueillies permirent d'élaborer des tactiques de combat qui seraient utilisées très rapidement. Lorsque la guerre des 6 jours éclata en juin 1967, les pilotes israéliens connaissaient avec précision les avantages et les limites du MiG-21. Cette connaissance se révéla déterminante. Au cours des premières heures du conflit, l'armée de l'air israélienne lança une série de frappes préventives contre des bases égyptiennes, syriennes et jordaniennes. Les renseignements accumulés pendant des mois permirent d'identifier pistes, hangars, dépôts de carburant et zones vulnérables dans chaque installation. Le résultat fut sans appel. Une grande partie des appareils ennemis fut neutralisée au sol avant même de pouvoir décoller. La supériorité aérienne obtenue durant ces premières heures détermina l'issue du conflit. Privées de couverture aérienne, les forces terrestres des pays arabes se retrouvèrent exposées et leur capacité de réaction diminua fortement. En seulement 6 jours, Israël prit le contrôle de territoires qui modifièrent la situation stratégique de la région. La victoire militaire n'apporta toutefois pas la stabilité. La nouvelle carte issue de ce conflit engendra des tensions qui influencèrent les années suivantes et préparèrent le terrain à des épisodes encore plus difficiles. Le renseignement israélien avait joué un rôle clé dans la planification et l'exécution de la stratégie. Mais il apparut également clairement qu'un conflit ne réglait pas les problèmes de fond. Ce qui allait suivre serait encore plus complexe. L'équilibre obtenu après la guerre des 6 jours fut de courte durée. En octobre 1973, lors de la journée la plus solennelle du calendrier religieux juif, Israël fut surpris par une attaque coordonnée de l'Égypte et de la Syrie. Tandis qu'une grande partie du pays était plongée dans le recueillement, les forces égyptiennes franchirent le canal de Suez et les unités syriennes progressèrent rapidement sur les hauteurs du Golan. Les premières heures furent critiques. Les positions israéliennes, dotées d'effectifs réduits en raison de la fête religieuse, ne parvinrent pas à contenir l'offensive initiale. Des chars syriens pénétrèrent dans des zones stratégiques du nord et, au sud, les forces égyptiennes établirent des têtes de pont sur le territoire occupé. Le pays se retrouva au bord d'une défaite militaire majeure. Les enquêtes menées par la suite révélèrent une grave erreur dans l'interprétation des informations disponibles. Le service de renseignement avait bien enregistré des mouvements militaires dans les pays voisins, mais les analystes avaient conclu qu'il s'agissait de manœuvres ordinaires et non de préparatifs en vue d'une attaque réelle. Cette erreur eut des conséquences désastreuses. Israël parvint à reprendre des positions après plusieurs jours de combats intenses, mais le coût humain fut très élevé. Le pays entra dans une phase de remise en question profonde, et la structure opérationnelle de son appareil de renseignement fut réévaluée. Des changements de direction, de nouvelles procédures et une analyse critique marquèrent la période qui suivit la guerre. C'est dans ce contexte qu'une décision fut prise, appelée à influencer les années suivantes. Plusieurs groupes armés avaient mené des attentats contre des citoyens israéliens dans différents pays. Parmi les événements les plus graves figurait l'attaque visant des athlètes lors des Jeux olympiques de Munich en 1972. Le gouvernement israélien conclut qu'il devait agir contre ceux qu'il considérait comme responsables de la planification ou du soutien de ces attaques,
sans recourir à des démarches diplomatiques susceptibles de s'étendre sur des années. Une série d'opérations clandestines fut alors lancée, avec pour objectif de localiser et de neutraliser des individus liés à des organisations armées. La liste comprenait des noms présents dans différentes villes, Beyrouth, Rome, Paris, Athènes et d'autres capitales où ces groupes disposaient de réseaux de soutien variés. Pour mener ces actions, de petites équipes furent constituées, composées d'agents expérimentés en surveillance, infiltration et filature. Il s'agissait d'opérationnels entraînés à évoluer en milieu urbain, à changer d'identité selon la mission et à agir sans laisser de traces révélant leur origine. La première cible fut un homme auquel le gouvernement israélien attribuait un rôle important dans la structure de soutien à ses attaques. Il vivait à Rome et menait une vie intellectuelle et sociale qui, à première vue, semblait éloignée de toute activité clandestine. Cependant, selon les renseignements recueillis, il exerçait des fonctions de coordination à l'étranger. Les agents attendirent le moment opportun pour intervenir. L'opération déclenchée après les attentats commis à l'étranger s'étendit à plusieurs villes européennes et du Moyen-Orient. La première cible identifiée par les services israéliens résidait à Rome. Il avait une vie publique active et participait à des activités culturelles qui lui permettèrent d'évoluer discrètement dans des milieux où personne n'imaginait qu'il puisse jouer un rôle de soutien à des groupes armés. Le 16 octobre 1972, après avoir assisté à une projection dans un cinéma, il rentra à pied à son domicile. Deux hommes le suivirent silencieusement dans plusieurs rues étroites. L'intervention fut rapide. Plusieurs coups de feu tirés à très courte distance mirent fin à sa vie avant qu'il ne puisse réagir. La scène s'effaça en quelques secondes. Les auteurs quittèrent les lieux par des itinéraires préalablement étudiés, et la police italienne ne parvint pas à obtenir d'indices fiables sur leur identité. Cet épisode marqua le début d'une série d'opérations qui se prolongerait durant des années. Les cibles se trouvaient dans différents pays, souvent protégés par des réseaux locaux et bénéficiant de mesures de sécurité renforcées. Pour le service israélien, chaque cas nécessitait une analyse approfondie, une surveillance constante et une évaluation précise de l'environnement. L'un des noms suivants sur la liste était celui d'un représentant politique très actif en Europe. Sa résidence faisait l'objet d'un certain contrôle policier, et les abords de l'immeuble rendaient toute intervention directe dans la rue particulièrement difficile. Les agents israéliens étudièrent pendant des semaines sa routine, identifièrent des habitudes récurrentes et remarquèrent qu'il passait des appels téléphoniques tôt le matin. Ce détail permit de concevoir une méthode alternative. Un dispositif fut installé sur sa ligne téléphonique fixe sans modifier l'apparence de l'appareil. Lorsque le téléphone sonna à la date choisie, il répondit comme il le faisait chaque jour. Une voix lui demanda de confirmer son identité. Après sa réponse, le dispositif s'activa. L'explosion détruisit une partie de l'appartement. Bien qu'il ait reçu des soins médicaux, il succomba plus tard à ses blessures. Le message transmis par ces actions était clair pour ceux qui se croyaient hors de portée d'Israël. Mais toutes les opérations ne se déroulèrent pas comme prévu. En 1973, le service reçut des informations signalant la présence d'un membre important d'une organisation armée dans une ville norvégienne. Les agents dépêchés sur place mirent rapidement en place une surveillance et, après avoir identifié un individu correspondant à la description reçue, planifièrent l'intervention. Dans la nuit du 21 juillet, lorsque cet homme sortit d'un cinéma, accompagné de son épouse enceinte, un groupe de tireurs ouvrit le feu sur lui. Il mourut en quelques secondes. Cependant, la cible n'était pas celle qu'il pensait. La victime était un serveur marocain sans aucun lien avec des activités violentes. L'identification préalable avait été erronée, et l'incident provoqua une crise immédiate. Les autorités norvégiennes arrêtèrent plusieurs membres de l'équipe israélienne. Une enquête officielle fut ouverte, et l'affaire fit la une des journaux dans toute l'Europe. Israël reconnut publiquement l'erreur, et plusieurs agents furent poursuivis en justice. À la suite de cet épisode, la série d'opérations fut suspendue pendant un certain temps, et le service dut revoir en profondeur ses procédures. Cet événement démontra que même les organisations les plus aguerries peuvent commettre des erreurs lorsqu'elles opèrent dans des environnements complexes où l'information n'est pas toujours complète ni vérifiable dans des délais courts. Malgré cela,
L'organisation poursuivit son évolution, intégrant de nouvelles technologies, des méthodes d'analyse différentes et une structure interne plus rigoureuse. Ce qui suivit allait projeter les capacités du service dans un domaine différent, celui du renseignement technique, de l'infiltration de réseaux de plus en plus élaborés et de l'usage combiné des opérations humaines et de technologies avancées. Chapitre 4. L'ère technologique et le défi iranien. L'épisode survenu en Norvège mit en évidence une réalité incontestable. Même les services les plus expérimentés peuvent commettre des erreurs aux conséquences graves. L'incident porta atteinte à l'image internationale du service israélien, contraint de revoir ses méthodes et de renforcer ses processus internes de vérification. La reconstruction de la crédibilité prit du temps, mais l'organisation poursuivit son adaptation sans renoncer à l'essence de ses opérations. Agir dans la discrétion lorsque le gouvernement le juge nécessaire. Au cours des années suivantes, le monde entra dans une phase marquée par les avancées technologiques. Les conflits ne se limitaient plus aux frontières physiques. Ils incluaient désormais les réseaux informatiques, les communications chiffrées et des systèmes à distance capables de déstabiliser un pays sans tirer un seul coup de feu. Le service israélien comprit rapidement qu'il devait maîtriser ce nouveau cadre. Pour répondre à ces défis, il commença à recruter des spécialistes en mathématiques, programmation, télécommunications et analyse numérique. La surveillance ne dépendait plus uniquement d'agents sur le terrain. Les ordinateurs, les téléphones et les courriels devinrent de nouvelles sources d'informations et, en même temps, des vecteurs potentiels d'attaque contre Israël. S'ouvrait alors une phase où le renseignement devait anticiper aussi bien dans le monde physique que dans l'espace numérique. Dans ce contexte apparut ce qui allait devenir l'une des principales préoccupations stratégiques du pays. L'avancée du programme nucléaire iranien. Plusieurs dirigeants de la région affirmaient ouvertement leur opposition à l'existence d'Israël et la possibilité qu'un pays tenant une telle position acquiert des capacités nucléaires représentait pour le gouvernement israélien un risque majeur. Un Iran doté de ce type d'armement modifierait l'équilibre des forces au Moyen-Orient et transformerait l'architecture défensive de plusieurs États occidentaux. Pour Israël, empêcher cette éventualité devint un objectif prioritaire. Un affrontement militaire direct avec l'Iran risquait de déclencher un conflit régional d'ampleur. C'est pourquoi il fut jugé nécessaire de recourir à des actions discrètes visant à ralentir les avancées du programme sans provoquer une escalade militaire ouverte. C'est ainsi qu'a débuté une série d'opérations combinant sabotage, attaques cybernétiques et actions clandestines visant des installations et des structures clés à l'intérieur du territoire iranien. L'épisode qui marqua un tournant décisif eut lieu en 2010. Cette année-là, des spécialistes en cybersécurité de plusieurs pays détectèrent un programme malveillant aux caractéristiques exceptionnelles qui affectait les centrifugeuses d'une installation iranienne dédiée à l'enrichissement de l'uranium. Le logiciel forçait les équipements à fonctionner à des vitesses supérieures au seuil autorisé, provoquant des dommages internes, tout en transmettant de fausses données aux opérateurs, lesquels ne percevaient le problème que lorsqu'il était déjà trop tard. La sophistication de cette attaque surprit la communauté internationale. Il ne s'agissait pas d'une intrusion ordinaire, mais d'un programme conçu avec un niveau technique bien supérieur à celui observé jusqu'alors dans les conflits cybernétiques connus. Bien qu'aucun État n'ait revendiqué officiellement l'opération, de nombreux analystes estimèrent que seul un acteur disposant de ressources considérables et d'une connaissance approfondie de l'installation pouvait coordonner une action d'une telle ampleur. Avec le temps, plusieurs experts soulignèrent qu'Israël, comme les États-Unis, possédait les capacités nécessaires pour mener une attaque de ce type. Quoi qu'il en soit, cet épisode ralentit le programme iranien et montra que le contexte mondial avait changé. Le renseignement ne reposait plus uniquement sur des agents infiltrés, ni sur des informations recueillies sur le terrain. Il incluait désormais des outils invisibles, capables de perturber des infrastructures critiques sans présence physique. Le sabotage numérique ne représentait toutefois qu'un volet d'une stratégie bien plus large, appelée à évoluer rapidement. L'attaque cybernétique qui perturba le fonctionnement des centrifugeuses iraniennes ne se limita pas à endommager des équipements. Elle entraîna également des retards importants dans les capacités industrielles du pays.
Pendant des mois, ingénieurs et techniciens durent réévaluer leur système, remplacer des composants et renforcer la sécurité numérique des installations. Ce ralentissement offrit un répit à Israël et à d'autres pays préoccupés par la situation. Parallèlement, des incidents vinrent accroître les tensions dans la région. Entre 2010 et 2012, plusieurs scientifiques liés au développement nucléaire iranien trouvèrent la mort dans des circonstances que le gouvernement de Téhéran qualifia de campagne visant à freiner l'avancée du programme. Certains périrent dans des explosions de véhicules, d'autres furent abattus par des tirs effectués depuis des motos en mouvement, et des cas d'empoisonnement furent également signalés. Les autorités iraniennes désignèrent directement Israël comme responsable de ces actes et mentionnèrent le service extérieur israélien dans leurs accusations. Israël adopta pour sa part une attitude réservée. Il ne confirma ni ne démentit aucune de ces allégations, conservant la même ligne de discrétion qui avait historiquement guidé ces opérations. Néanmoins, le message perçu par les analystes internationaux fut sans équivoque. Toute personne associée au développement du programme nucléaire iranien devenait une cible à haut risque. Pourtant, l'opération la plus marquante de cette période ne fut ni une attaque contre des équipements, ni contre des individus, mais une action de renseignement qui bouleversa entièrement le débat international. En 2018, le service israélien identifia l'existence d'une archive secrète située dans la capitale iranienne. Selon les informations recueillies, cette archive contenait des documents, des plans et des études liées à un projet nucléaire militaire qui, d'après les déclarations officielles iraniennes, avait été interrompu des années auparavant. Si ce matériel existait et pouvait être obtenu, il permettrait de démontrer que les autorités iraniennes n'avaient pas fait preuve d'une transparence totale concernant leurs activités passées. L'archive était conservée dans un entrepôt en apparence ordinaire, situé dans une zone industrielle de Téhéran. De l'extérieur, rien ne le distinguait des bâtiments environnants. Portes métalliques, murs sans signalisation et apparence banale constituaient son camouflage. Ce qui n'était pas visible, c'étaient les dispositifs de sécurité interne. Portes renforcées, caméras, coffres-forts et personnel formé pour empêcher toute intrusion. L'opération fut menée dans la nuit du 30 et en janvier 2018. L'équipe désignée neutralisa les systèmes de surveillance, accéda aux locaux et ouvrit des dizaines de coffres-forts dans un laps de temps strictement limité. À l'intérieur, elle découvrit des milliers de documents sous format papier et numérique. Plans, schémas, rapports techniques, photographies, relevés d'analyse et données qui, selon les experts israéliens, prouvaient l'existence d'un programme nucléaire militaire développé sur plusieurs années. Avant de se retirer, les agents réorganisèrent l'intérieur de l'entrepôt afin que l'intrusion ne soit pas détectée immédiatement. Lorsque les gardiens arrivèrent pour la relève du matin, le lieu semblait intact. Plusieurs semaines s'écoulèrent avant que les autorités iraniennes ne se rendent compte que l'archive avait disparu. À ce moment-là, le matériel se trouvait déjà entre les mains de spécialistes israéliens qui travaillèrent à sa traduction, sa classification et son analyse. En avril de la même année, le Premier ministre israélien présenta publiquement une partie des documents récupérés. La déclaration fut diffusée par de nombreux médias internationaux et montra des extraits de textes en persan accompagnés d'explications techniques. Selon cette présentation, le contenu démontrait que l'Iran avait développé des études et des composants liés à la fabrication d'armes nucléaires, malgré les affirmations selon lesquelles ces activités avaient été suspendues. La révélation provoqua un fort impact au sein de la communauté internationale et relança un débat qui n'avait jamais été totalement clos. Cependant, cette opération ne marqua pas la fin de l'activité israélienne dans la région, mais le début d'une phase au cours de laquelle la coopération avec des pays arabes, l'apparition de nouvelles menaces et l'évolution du terrorisme allaient transformer profondément le contexte. La révélation de l'archive iranienne surprit même à l'intérieur du pays concerné. Pour de nombreux observateurs, il était difficile de comprendre comment un groupe restreint avait pu pénétrer dans une installation considérée comme hautement sécurisée, ouvrir des coffres-forts, extraire d'énormes quantités de documents et disparaître sans déclencher d'alarme ni laisser de traces visibles. La stupeur initiale laissa place à une question inévitable.
Comment cela avait-il été possible? Les autorités israéliennes ne livrèrent aucun détail opérationnel. Toutefois, des analystes internationaux s'accordèrent à dire que cet épisode ne pouvait s'expliquer que par des années de préparation, de collecte d'informations, de recrutement de collaborateurs locaux et par l'utilisation maîtrisée de technologies avancées pour neutraliser les systèmes de surveillance. L'opération confirma que l'organisation était capable de coordonner des actions d'une grande complexité dans des environnements particulièrement hostiles. Mais, bien que cet épisode représente un sommet de la période moderne, il ne s'agissait pas de la première démonstration de cette capacité. Des décennies plus tôt, une opération exceptionnelle avait déjà montré comment l'association du renseignement et de la force militaire pouvait transformer une situation jugée impossible. En juin 1976, un Airbus A300 d'une compagnie aérienne internationale décolla de Tel Aviv à destination de Paris avec 248 personnes à bord. Peu après le décollage, l'avion fut détourné par un groupe composé de militants d'organisations palestiniennes et de sympathisants européens. L'appareil fut contraint de se poser en Ouganda, où le gouvernement local apporta son soutien aux preneurs d'otages. Une fois à l'aéroport d'Entebbe, les militants séparèrent les passagers selon leur origine. Les personnes de nationalité israélienne ou d'ascendance juive furent retenues comme otages, tandis que les autres furent libérés à différents moments. Le nombre final d'otages dépassait la centaine. Les preneurs d'otages présentèrent une liste comprenant des dizaines de personnes détenues dans différents pays et exigèrent leur libération. Ils fixèrent un ultimatum. Si leur demande n'était pas satisfaite, les exécutions commenceraient. Le gouvernement israélien faisait face à une situation extrême. Accepter les conditions revenait à ouvrir la voie à de futurs détournements. Les refuser signifiait mettre en danger la vie de plus d'une centaine de civils retenus à des milliers de kilomètres. L'option militaire semblait irréalisable dès la première analyse. L'aéroport se trouvait à près de 4000 kilomètres, protégé par des troupes ougandaises et situé dans un environnement contrôlé par un régime imprévisible. Cependant, tandis que des évaluations diplomatiques étaient menées, l'organisation de renseignement israélienne commença immédiatement à travailler. L'un des atouts clés fut un ingénieur qui, des années auparavant, avait participé à la construction du bâtiment de l'aéroport. Il conservait des plans détaillés du terminal, une information essentielle pour toute opération terrestre. En plus de ces documents, des agents déployés en différents points recueillirent des données sur l'emplacement exact des otages à l'intérieur du bâtiment, les routines de surveillance, l'état de la piste et la disposition des forces militaires ougandaises. Pendant des jours, chaque mouvement des preneurs d'otages, chaque modification du dispositif de sécurité et chaque point vulnérable susceptible d'être exploité furent analysés. Chaque détail comptait. L'opération en Ouganda avançait parallèlement aux négociations diplomatiques, mais le temps venait à manquer. Les analyses du service de renseignement indiquaient que les preneurs d'otages étaient prêts à commencer les exécutions s'ils n'obtenaient pas de réponse immédiate. Le 3 juillet, l'une des opérations de sauvetage les plus audacieuses du XXe siècle fut lancée. 4 avions de transport militaire décollèrent d'Israël à destination de l'Afrique de l'Est. Pour éviter toute détection par des radars hostiles, ils volèrent à basse altitude durant une grande partie du trajet et effectuèrent une escale technique sur le territoire kényan avant de se diriger vers l'aéroport d'Entebbe. L'arrivée eut lieu de nuit. À 23h00, les appareils se posèrent et les rampes s'ouvrirent. Une unité d'élite, dirigée par le lieutenant-colonel Jonathan Netanyahou, progressa vers le terminal où se trouvaient les otages. Les commandos ne disposaient que de quelques minutes. Si la garnison ougandaise réagissait avant que le bâtiment ne soit sécurisé, le sauvetage risquait de tourner au drame. L'intervention fut d'une grande précision. Les preneurs d'otages furent neutralisés lors d'une succession rapide de manœuvres et de tirs. Les troupes ougandaises qui tentèrent d'intervenir furent contenues afin d'éviter qu'elles n'atteignent les otages. Pendant ce temps, un autre groupe sécurisait le périmètre extérieur pour permettre l'évacuation. Au total, l'opération, de l'atterrissage au décollage, dura 53 minutes. 3 otages périrent lors de l'échange de tirs à l'intérieur du terminal. Une 4e personne, transférée auparavant dans un hôpital de Kampala, fut assassinée quelques jours plus tard sur décision du régime ougandais.
Jonathan Netanyahou fut mortellement touché par un tir provenant d'une position élevée, devenant le seul militaire israélien tué lors de la mission. Le sauvetage bouleversa le monde. Il démontra qu'une combinaison de renseignements précis, de planification rigoureuse et d'actions militaires pouvait transformer une situation jugée impossible. Sans les informations recueillies par les agents sur l'emplacement des otages, sans les plans originaux du bâtiment et sans une connaissance détaillée des forces ougandaises, l'issue de l'opération aurait été tout autre. À partir de ce moment, la réputation du service de renseignement israélien fut associée à des opérations complexes menées à des milliers de kilomètres du pays. Chapitre 5. Le Mossad au XXIe siècle. Au fil des années, le paysage mondial a profondément changé. Les organisations armées ont cessé de fonctionner comme des structures hiérarchiques pour opérer désormais en petites cellules difficiles à identifier, avec des sympathisants dispersés, et des processus de radicalisation facilités par Internet. Le service israélien s'est adapté en créant des unités spécialisées dans le suivi des conversations numériques, l'interception de messages chiffrés et la traçabilité des flux financiers circulant via les crypto-monnaies ou des réseaux financiers non conventionnels. La surveillance ne se limitait plus aux frontières physiques. Elle englobait désormais les plateformes sociales, les messageries instantanées et les forums dissimulés. En plus de la menace numérique, la nécessité d'agir dans des régions où l'instabilité politique pouvait devenir un risque direct pour Israël demeurait. Le service élargit sa structure, recruta davantage de personnel technique et diversifia ses unités opérationnelles. On estime aujourd'hui que l'organisation compte plusieurs milliers d'employés et de collaborateurs répartis entre différentes fonctions. Analyse, opérations clandestines, technologie, communication et coordination internationale. À mesure que les tensions régionales évoluaient, le rôle du service se transforma également. La coopération avec des organismes étrangers, dont certains appartenaient à des pays avec lesquels Israël n'entretenait pas de relations officielles, quelques décennies plus tôt, devint un outil essentiel. Le partage d'informations permit de prévenir des attaques, de démanteler des réseaux extrémistes et d'anticiper des mouvements susceptibles de provoquer des crises internationales. Mais malgré ces avancées technologiques et organisationnelles, la mission centrale du service demeure inchangée depuis sa création. Garantir la sécurité de l'État d'Israël par une information fiable, des opérations discrètes et une capacité d'adaptation permanente. Ce qui se passe dans ses bureaux, ses bases ou ses postes d'observation reste enveloppé de silence. La majorité de ces actions ne sera jamais reconnue publiquement, et nombre de ceux qui y participent ne verront jamais leur nom apparaître dans un document officiel. Bien que les informations officielles soient limitées, il est établi que le service fonctionne à travers plusieurs divisions spécialisées. Certaines sont consacrées au renseignement humain, d'autres se concentrent sur les opérations clandestines, d'autres encore travaillent sur l'analyse avancée, les techniques de persuasion, le renseignement cybernétique ou le développement technologique. Il maintient également des stations dans différents pays, officiellement rattachées à des missions diplomatiques, mais disposant d'une large autonomie opérationnelle, permettant d'agir sans attirer l'attention. Le recrutement reste un élément central. Le service ne recherche pas un profil unique. Il intègre des personnes issues de milieux culturels, religieux et nationaux variés. Le critère déterminant n'est pas l'origine, mais la capacité à supporter la pression, à agir avec discipline et à préserver la discrétion en toutes circonstances. Le processus de sélection débute généralement pendant le service militaire obligatoire en Israël, où sont observés avec attention ceux qui manifestent des capacités analytiques peu communes, une réaction équilibrée face à des situations complexes et un niveau d'autocontrôle supérieur à la moyenne. À partir de cette première identification, certains candidats sont conviés à des évaluations plus approfondies. Les tests psychologiques sont rigoureux. Ils ne mesurent pas uniquement les aptitudes intellectuelles ou physiques, mais aussi la résistance émotionnelle, la cohérence, la gestion de la peur et la capacité à travailler dans des environnements incertains. Beaucoup ne franchissent pas cette étape. Seule une minorité accède à la phase de formation opérationnelle. La formation de base s'étend sur plusieurs années et couvre un large éventail de compétences.
apprentissage intensif des langues, techniques de surveillance urbaine, filature discrète, création d'identités fictives, maniement des armes légères, combats rapprochés, communication sécurisée et méthodes de résistance aux interrogatoires. Elle comprend également une préparation aux environnements diplomatiques, à l'analyse comportementale et aux techniques d'infiltration. Tous ne parviennent pas à la mener à terme. Ceux qui y réussissent intègrent une structure qui exige un engagement total et, dans de nombreux cas, des renoncements personnels importants. La réalité d'un agent est loin de l'image idéalisée véhiculée par le cinéma. Son travail implique de longues heures d'observation sans événements notables, des déplacements constants sous des identités différentes et une existence marquée par le secret. La surveillance permanente devient une routine. La prudence devient une habitude quotidienne. Les relations personnelles en souffrent et, bien souvent, ne survivent pas au rythme de vie qu'exige la profession. Certains agents développent des troubles émotionnels liés à des années de tensions accumulées, d'isolement et de pression constante. Malgré cela, ceux qui restent en service le font convaincus que leur travail contribue à la sécurité de leur pays. Dans un environnement régional où les risques peuvent évoluer rapidement, cette conviction soutient de nombreux opérateurs tout au long de leur carrière. De son côté, le service tente de concilier la nécessité de mener des opérations discrètes avec l'obligation de préserver la santé mentale de son personnel. Cependant, la nature même du travail rend cet équilibre difficile. L'exigence est permanente, la responsabilité est élevée et la marge d'erreur extrêmement réduite. Dans un pays où presque chaque famille a été directement confrontée aux conséquences d'un conflit ou d'un attentat, la motivation à protéger le territoire prend un sens profond. Cette réalité influence les décisions stratégiques de l'État et la détermination de ceux qui composent ses services de renseignement. Au cours des dernières décennies, la géopolitique régionale a connu des changements notables. Des pays qui, pendant des années, avaient maintenu une position distante à l'égard d'Israël ont commencé à réévaluer leurs priorités face à des menaces communes. Dans ce contexte, des contacts discrets ont émergé entre des services de renseignement arabes et l'appareil israélien, notamment avec des organismes d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Ces collaborations ne reposent pas sur des affinités idéologiques, mais sur une perception partagée de risques affectant l'ensemble de la région. Les inquiétudes liées au développement nucléaire iranien et à la progression de groupes armés capables de déstabiliser des gouvernements ont conduit à un échange d'informations qui, bien que jamais reconnu publiquement, a influencé la prévention d'incidents et la surveillance de structures clandestines. Pour l'opinion publique internationale, bon nombre de ces relations demeurent invisibles. Seuls les résultats sont connus, jamais les liens qui les ont rendus possibles. C'est le mode d'action qui a caractérisé l'organisation depuis ses origines. Agir sans chercher la lumière. Intervenir lorsque c'est nécessaire et disparaître sans bruit. Ce que l'on connaît de son parcours ne représente qu'une fraction de son histoire réelle. De nombreux documents restent classifiés. Plusieurs opérations ne seront jamais reconnues et de nombreux agents tombés en mission reposent sous des noms qui ne correspondent pas à leur véritable identité. Pourtant, chaque déclassification de dossier révèle un chapitre surprenant. La réalité opérationnelle dépasse souvent les versions cinématographiques et confirme qu'un petit pays, aux ressources limitées et entouré de tensions, a su bâtir un service de renseignement à portée mondiale. L'histoire du service israélien est une succession de décisions difficiles, d'opérations risquées, de dilemmes éthiques et d'interventions qui ont sauvé des vies ou y ont mis fin. C'est une trajectoire marquée par la discrétion, le sacrifice personnel et la conviction que la stabilité régionale peut dépendre d'actions qui ne seront jamais connues dans le détail. Et malgré tout, cette histoire n'est pas achevée. Elle continue de s'écrire dans le silence, loin de toute reconnaissance, par des personnes qui n'apparaîtront jamais dans les titres et dont les noms ne seront jamais révélés. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au terme de ce parcours à travers 7 décennies d'opérations clandestines, de décisions stratégiques et d'épisodes qui ont façonné l'histoire contemporaine. Si ce contenu vous a intéressé et que vous souhaitez poursuivre l'exploration de récits liés au renseignement, au crime organisé
et à des missions qui ont influencé le cours du monde, nous vous invitons à soutenir la chaîne. Votre participation nous aide à continuer à produire des documentaires rigoureux et approfondis. Partagez la vidéo, laissez votre commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci d'avoir regardé ce documentaire.